Je me rappelle qu'on me disait mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à créer un réseau où des femmes vont se crêper le chignon et faire du tricot, et on le disait publiquement. C'est là on voit qu'on a quand même un peu avancé, c'est ça que ça me rassure. Mais à force de creuser dans le domaine économique, j'ai vu les inégalités aberrante, toute la puissance des femmes, la force de transformation dans les territoires, l'entrepreneuriat qui ne cessait de monter chez les femmes pour une recherche de sens et d'impact, et en parallèle notre absence terrifiante dès qu'il s'agissait de pouvoir, d'argent et de visibilité. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. À quoi ressemblerait notre planète et nos sociétés si les femmes dirigeaient et décidaient à parts égales avec les hommes ? Voilà une question que le livre de Marie-Éloi s'autorise à poser. Les femmes sauveront-elles le monde ? C'est le titre de cet essai paru aux éditions Erol et dont la lecture m'a percuté de plein fouet. Dans ce plaidoyer pour l'action et l'engagement au féminin, Marie-Éloi constate l'absence des femmes au sommet de toutes les organisations et dans tous les secteurs, démonte chaque idée reçue sur cette invisibilité et dénonce le plus grand bug de l'humanité, qui met de côté la moitié de sa population pour diriger le monde, tout simplement. Elle qui fédère des milliers de femmes entrepreneurs à travers le réseau Femmes des Territoires et Bouge ta boîte, sait que les femmes en ont pourtant sous la pédale. Dans cet échange, on aborde l'idée d'un monde autre, pas un rêve, ni une dystopie, un vrai possible où les femmes sont aux commandes avec les hommes. Mais comment s'engager, agir, avoir un impact aujourd'hui, quand on est femme et mère ? Voilà ce qu'on a demandé à Marie-Éloi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Marine. Merci de t'être libérée, je sais que tu es bien occupée. Je voulais revenir au tout début, parce que pour moi c'est hyper signifiant, surtout pour mère. Avant de créer des réseaux féminins d'entraide et de soutien à l'entrepreneuriat, tu as été toi-même une jeune femme avec une idée, et c'est ce qui a tout déclenché. Est-ce que tu peux nous raconter cette première pierre, ce premier projet qui est né en Bretagne quand tu es devenue maman ? Avant, j'étais journaliste à Radio France Internationale et je me voyais pas du tout entrepreneuse. Et en fait, c'est la réalité qui m'a fait devenir entrepreneuse parce que ma fille avait des soucis de santé. Et puis surtout, moi, j'avais vu dans le monde entier des écoles Montessori donc qui apprennent à la confiance en soi, enfin qui développent la confiance en soi. Et je trouvais ça extraordinaire. Et elles sont souvent publiques d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, ces écoles. Et moi, j'habitais en Bretagne dans un petit village à ce moment-là et forcément il n'y en avait pas, donc j'ai essayé d'en chercher partout et la première était à 1h30 de là et j'ai rencontré, à force d'en parler, j'ai rencontré une autre maman qui cherchait aussi une école, Manuela Raden, et elle m'a présenté un bâtiment à l'abandon, une école à l'abandon magnifique au bord de la mer et on s'est regardé, on se connaissait pas et on s'est dit on va la créer cette école. Moi, j'étais enceinte, j'avais pas de réseau, pas d'argent, on n'avait pas de parents, on n'avait pas d'enfants, on n'avait rien et même pas de table et de chaise dans l'école. Et on était en avril 2011 et avec toute notre insouciance ou inconscience, je sais pas, on s'est dit on va l'ouvrir en septembre 2011 parce que ma fille, elle avait 3 ans. Il fallait. Et en fait, c'était une histoire incroyable parce que le mardi soir, on a présenté le projet de l'école à l'association qui détenait les locaux. On a eu les clés à l'unanimité. Il y avait d'autres projets qui souhaitaient avoir cette école. Le jeudi matin d'avril, avec Manuela, avec sa famille, a nettoyé toute l'école. Et moi, avec ma fille, on a posé des affiches jaunes fluo sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde où il était écrit « Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end ». On était jeudi. Ouverture en septembre. On est en avril. Et en fait, je savais pas qu'on n'a pas le droit de mettre sur les ronds-points, mais bon, maintenant je le sais. C'est bon, tu l'as fait. Et en fait, le samedi matin, on a fait tout ce que je déconseille. Pas d'études de marché, rien, pas de business plan, enfin rien du tout. Samedi matin, avec mon amie, ma nouvelle amie Manuela, on s'est regardé, on s'est dit, mais est-ce qu'il va y avoir du monde ? Et en fait, c'était noir de monde. Le dimanche soir, l'école était complète pour 2 ans. Les écoles autour nous avaient apporté des tables et des chaises. On avait récolté des dons pour acheter du matériel Montessori. On avait trouvé des enseignants qui s'étaient déplacés pendant les portes ouvertes. Et l'école a bien ouvert. Mon fils est né en juillet. L'école a ouvert en septembre. Et ma fille a fait toute sa scolarité jusqu'en 6e. Et là, elle vient de passer son bac. On a les résultats. C'est fou quand même. L'école existe encore. L'école existe encore. Elle est
assez incroyable, je veux dire. Je suis très fière de ça. Je suis très fière surtout de celles et ceux qui ont repris le flambeau parce que c'est très dur une école. Hein. Là, ça paraît facile, mais après, c'est là où ont commencé les difficultés. C'est rock'n'roll. C'était vraiment pas simple. Et merci aux parents qui nous ont fait confiance au tout début. C'est clair. Donc, c'était une page blanche à la base. Comment, de cette école, il y a eu le reste? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire plus, de pousser l'engagement vers plus, d'autres femmes notamment, parce que tu aurais pu créer d'autres choses, tu aurais pu rester dans cette école. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu voir plus grand peut-être et plus envers les femmes encore? Alors moi, j'étais bénévole pour cette école pendant 5 ans, présidente et coprésidente. Et en même temps, j'étais maman solo. J'étais maman solo avec 2 enfants, dont un bébé. Et donc au RSA. Et bénévole à temps plein. Tu vois un peu la dissonance. Et en même temps, donc il y avait 2 choses. Je voyais bien qu'il y avait un problème avec l'argent quand même. Moi-même, je me sentais pas entrepreneuse alors que je pense qu'il n'y a rien de plus dur que de créer une école. J'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. Je savais même pas ce que c'était d'ailleurs. Et en même temps, au sein de l'école, avec les autres mamans, c'est vrai qu'on s'encourageait sur nos projets professionnels respectifs. Rien que le fait de s'encourager, ça donnait des ailes et ça permettait d'aller plus loin. Et je me suis dit, sortie de nulle part, hein, franchement, je me suis dit, et si on dupliquait cette entraide au niveau de la Bretagne pour toutes les femmes qui souhaitent créer un projet? Et donc, Femmes de Bretagne est née. Je suis allée taper à toutes les portes. Et au début, c'était une plateforme collaborative d'entraide où on pouvait partager son projet, échanger des coups de pouce. Et puis très vite, ça a été un gros succès. Elles ont voulu se rencontrer en vrai. Je leur ai dit, mais c'est pas possible parce que y a d'autres réseaux qui font ça. Et moi, j'avais peur, en fait, de marcher sur les plates-bandes des autres. Bref. Et elles ont dit, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Donc, elles ont commencé à se rencontrer. Et très vite, ça a été 500 événements par an sur l'entrepreneuriat en Bretagne. Et puis c'est là où j'ai commencé à creuser les sujets d'égalité femmes-hommes. Je faisais un peu quand j'étais journaliste à RFI, à Radio France Internationale, mais à l'international, je me rendais pas compte de ce qu'on pouvait vivre nous en France. Et à force de creuser sur le côté économique, puis c'était pionnier à l'époque, hein, il y avait beaucoup de réseaux féminins. Je me rappelle que on me disait mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à créer un réseau où des femmes vont se crêper le chignon et faire du tricot, et on le disait publiquement. C'est là on voit qu'on a quand même un peu avancé, c'est ça que ça me rassure. Mais à force de creuser dans le domaine économique, j'ai vu les inégalités aberrante, toute la puissance des femmes, la force de transformation dans les territoires, l'entrepreneuriat qui ne cessait de monter chez les femmes pour une recherche de sens et d'impact, et en parallèle notre absence terrifiante dès qu'il s'agissait de pouvoir, d'argent et de visibilité. On est en 2019, c'est ça? Quand tu étant Femme de Bretagne à Femme des Territoires? Oui, Femme de Bretagne créée en 2014, Femme des Territoires en 2019 et Bouge ta boîte en 2017. Et alors Bouge ta boîte, c'est quoi en quelques mots? Bouge ta boîte, c'est un réseau business pour toutes celles qui veulent développer leur entreprise. Donc celles qui ont déjà créé, celles qui ont déjà développent. Femme des territoires, c'est j'ai une idée, je sais pas quoi, jusqu'aux premières années. Et on aide vraiment à structurer, à créer l'entreprise de manière viable, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de précarité dans l'entrepreneuriat des femmes. C'est les 2/3 qui gagnent moins de 1 500 € par mois, donc c'est catastrophique pour elles, mais aussi pour la place économique des femmes de manière générale. Et Bouge ta boîte, c'est pour celles qui souhaitent aller plus loin et développer leur entreprise. Selon toi, est-ce que cette envie d'engagement, d'action, et un peu de changer le monde, hein, soyons ambitieux, de changer le monde, oui. On est d'accord, on ose le dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis toujours, de ton enfance, peut-être que tes parents t'ont transmis? Ça m'intéresse de savoir quels sont les ingrédients pour se permettre de passer à l'action et de s'engager. Oui, en fait, je me suis posé la question parce que c'est quand même bizarre. Et d'avoir cette envie-là et d'y croire, parce que j'y crois vraiment et je suis sûre qu'on est capable. Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était un peu anticonformiste, je pense. Oui, j'ai cru comprendre. Pas hippie, mais c'est-à-dire très précurseur aussi. Oui, c'est-à-dire que mes parents faisaient du yoga, méditaient dans les années 70 et c'était végétarien. On avait notre potager bio, donc j'ai grandi vraiment dans la nature et avec des idées parfois différentes qui pouvaient détonner dans le village, parfois, je pense. Et en fait, ils avaient un temps d'avance. Et puis, ma mère était très investie, notamment chez Emmaüs, donc j'ai vu aussi tout le don de soi. Parfois un peu trop, je pense. Et mon père, architecte d'intérieur, qui vivait sa passion, donc il travaillait jour et nuit, là aussi un peu trop, je pense. Mais du coup, j'avais, je pense, ces ingrédients-là. Et puis j'étais nourrie aussi de lectures, de conférences, de Sœur Emmanuel, de l'abbé Pierre, donc avec cet esprit sacrificiel. Peut-être un peu trop aussi. Mais tu as été bien nourrie par tout ça. Alors, dans ton livre, t'encourages à agir et à s'engager. Est-ce que cette envie-là et cette passion, t'arrives à la transmettre à tes enfants? Je me demandais comment on peut aussi travailler sur nous, enfin pas forcément travailler, mais évoluer dans ce sens-là, d'oser s'engager, et comment on donne cette confiance dans l'engagement à nos enfants.
J'en sais rien. Moi, je me suis dit, comme je suis pas une très bonne pédagogue, je pense, j'ai donné ça à l'école Montessori. C'est pour ça que j'avais créé ça. C'est déjà une bonne façon de bien choisir son école. Et après, ils me font rire parce que je suis remariée aujourd'hui avec l'homme le plus merveilleux du monde, je pense, ou pas loin. Et il a 2 enfants aussi. Et les 4 me disent, si on parle pas d'égalité à table, c'est qu'il y a un problème. Donc, je dois les saouler aussi quelque part là-dessus. Okay. Mais ils sont très conscients de ça, en tout cas, de l'égalité femmes-hommes. Ils sont naturellement engagés sur ces sujets. Je me rappelle, ma fille, à 9 ans, au moment de l'élection présidentielle, m'avait dit « Maman, tu peux me donner les noms des anciennes présidentes de la République ?» Et je lui ai dit « Mais il n'y en a jamais eu, ma chérie. » Et elle était bouleversée. Et c'est là où je me suis rendu compte que les enfants, ils voient ce que nous, on voit plus. Exactement. Et qu'ils sont bouleversés par ce qui leur paraît pas juste. C'est ce que tu fais très bien dans ce livre, c'est de nous montrer ce qu'on voit plus. Avec cette fameuse page où en fait tu donnes tous les chiffres des instances dirigeantes du monde entier inversés en disant que c'est des femmes et non c'est des hommes, mais il n'y a rien en dessous de 85% quasiment. Dans tous les domaines, même les plus féminisés, c'est catastrophique. Donc on parle de santé, de politique, j'ai tout listé, j'étais abasourdie, la banque, les technos, les médias, l'écologie. Alors oui, il y a des femmes dans ces domaines, mais plus on monte, et dès qu'on grimpe la hiérarchie, en haut de la pyramide, il n'y a plus aucune femme. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et surtout, l'inverse nous saute aux yeux. Et ça paraît inacceptable. Et aujourd'hui, on dit « mais si, ça avance ». Et on devrait tous être dans la rue. Et oui, nous. Par contre, l'inverse, tout le monde trouve ça normal, les femmes y compris. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui se demandent « mais pourquoi ? Qu'est-ce qui retient les femmes encore de monter ? Qu'est-ce qui fait que les femmes ne montent pas, ne s'élèvent pas, ne décident pas encore ? Pourquoi elles y sont pas ?» Parce qu'en fait, tout le système économique et politique, de pouvoir, de visibilité et d'argent a été conçu uniquement par des hommes dans le monde entier. Et donc, il a été formaté par et pour des hommes. Et qu'au moment où les femmes ont commencé à davantage accéder à la vie professionnelle rémunérée, on les a acceptées et intégrées progressivement au chausse-pied, sans vraiment transformer l'existant, sans se poser en disant... Un existant qui était fait pour une chaussure d'homme. Oui. Donc forcément, après, on nous a mis tous les syndromes sur le dos. Imposteur, je sais plus, on a 1 million de syndromes pour expliquer que c'est pour ça qu'on n'avait pas confiance en nous. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas confiance en nous. Si dans le monde entier, dans toutes les sphères de pouvoir, d'argent, de visibilité, il n'y avait pas d'hommes, évidemment que les hommes, ils auraient aussi des doutes sur leur légitimité. C'est juste de la logique. C'est lié à notre inconscient collectif et puis à ce qu'on voit aussi. Donc, si on ne monte pas, c'est d'abord parce que souvent, on a des expériences de vie différentes. Donc, notamment les charges domestiques et parentales qui sont gigantesques pour les femmes. J'ai calculé à la louche dans mon livre, mais c'est à peu près 12 ans d'écart entre un homme et une femme sur une vie active. D'accord. On perd 12 ans de carrière, tu veux dire ? On perd 12 ans de carrière et de loisirs. Nous, les femmes, c'est-à-dire qu'on va passer 12 ans de plus à s'occuper des enfants et du foyer que les hommes. Pour nous, les femmes, c'est 12 ans de carrière et de loisirs en main, mais pour les hommes, c'est 12 ans de lien avec le care et de conscience des enfants, des personnes malades, vulnérables, âgées, qui manquent et donc qui sont moins dans leur mindset aussi. C'est pour ça aussi que les priorités du monde ont dérivé. C'est que les personnes qui étaient au pouvoir n'avaient que peu conscience de ces enjeux essentiels à la survie de l'humanité. Et ça existe depuis le néolithique, mais ça s'est accéléré avec l'industrialisation, où les tâches ont été séparées. Et en fait, ceux qui avaient le pouvoir d'édicter les lois, de construire notre monde, de décider des indicateurs de notre monde, n'étaient pas en lien ou peu en lien avec le care. Et donc, ça a été oublié les priorités du monde. Le vivant et l'humain, bien sûr. D'où la thèse de ce livre, qui est que si les femmes décidaient, diriger et gouverner le monde à parts égales avec les hommes, notre planète pourrait être sauvée. Voilà la thèse. Je me fais l'avocat du diable. Comment tu sais ? Comment tu réponds à ceux qui n'y croient pas ? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que la vraie mixité, c'est la solution pour éviter la fin de notre humanité ? Ouais, c'est juste déjà, c'est de la logique. Ensuite, c'est prouvé, archi-prouvé. La vie est équilibre. Et aujourd'hui, on est dans un déséquilibre, et c'est pour ça que je l'appelle le plus grand bug de l'humanité. On est dans un déséquilibre depuis des centaines d'années. Qu'on ne voit plus, on le disait. Qu'on ne voit plus et qui a fait dévier les priorités de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était nécessaire à la survie de l'espèce humaine dans nos priorités. Et donc souvent on me dit oui mais c'est pas parce qu'on aura 2 femmes en plus que ça va changer les choses. Mais la mixité c'est pas 2 femmes en plus au COMEX. C'est pas ça. La mixité c'est partout. C'est-à-dire plus de femmes dans la tech parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est aussi plus d'hommes dans le care. C'est ça la vraie mixité. Et quand il y a de la vraie mixité, tout est transformé. C'est pour ça que c'est autant attaqué, c'est pour ça qu'on a autant de mal à y aller, parce qu'on va pas garder le monde tel qu'il est avec de la mixité. C'est pas vrai. Mais parce qu'il y en a qui veulent garder le monde tel qu'il est. Oui. Mais la mixité, c'est un autre rapport au pouvoir.
c'est un autre rapport à l'argent, c'est un autre rapport à l'économie, c'est un autre rapport à l'environnement, c'est un autre rapport à la paix. Tout est transformé dès qu'il y a de la mixité. Ça, c'est pas des idées qui sont sorties en l'air, hein, c'est vraiment, je m'appuie sur énormément d'études, à la fois au niveau micro-local ou à des niveaux nationaux ou internationaux. C'est prouvé que plus il y a de mixité, plus l'environnement est protégé. C'est même le critère le plus déterminant. Le genre est le critère le plus déterminant pour protéger l'environnement. Et c'est là où c'est dingue que ça soit pas pris en compte et qu'on n'investisse pas sur la mixité quand on voit que la planète brûle. Hein. Je crois que c'est 0,2% des fonds philanthropiques qui sont attribués à des associations qui lient mixité et environnement, ou femmes et environnement. Et on a l'impression que ça recule, à la fois la mixité et à la fois la préoccupation pour l'environnement. Alors, il y a une éco-anxiété qui monte. Oui. Mais les fonds qui devraient être là pour financer la transition écologique, qui est nécessaire à notre survie, hein, c'est pas quelque chose de secondaire ou d'accessoire, ne sont pas là. Donc ça, sur l'environnement, oui, c'est absolument sous-financé par rapport aux enjeux qui sont dramatiques et urgents. Quand on voit les financements qu'on met sur l'IA, tu dois sauter de ta chaise quand même. Je meurs. C'est génial l'IA, moi aussi j'utilise, c'est super, c'est accessoire. C'est peut-être pas la priorité. Mais c'est pas la priorité. La mixité n'est absolument pas financée et pire même, elle recule. Les fonds sont coupés sur la mixité. Et quand on voit que c'est le point commun pour un monde où l'environnement est protégé, où la paix est là, la paix, on sait que plus il y a de mixité, plus la paix est signée rapidement et plus elle est durable. Aujourd'hui, on a 4% de femmes dans les accords de paix en moyenne. C'est tellement illogique la façon dont on gouverne notre monde aujourd'hui. On devrait le gouverner en fonction des priorités pour l'être humain, pour le vivant, pour nos enfants. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et on se rend compte que dès qu'il y a de la mixité, les sociétés qui sont mixtes, donc égalitaires, soit dans l'histoire, soit aujourd'hui, mettent au cœur de leurs priorités l'humain, le vivant et la paix. Et surtout, elles fonctionnent complètement différemment. Quand il y a des sociétés égalitaires, c'est pas en pyramide. T'as des exemples de ces sociétés-là ? C'est où ? C'est quand ? Alors, les premières sociétés dans notre vieille Europe étaient égalitaires. Et puis au néolithique, avec la sédentarisation, on est arrivé à donc ça date le patriarcat d'avant le néolithique. Voilà, avant c'était égalitaire. Et puis après, on a quelques communautés en Chine ou ailleurs qui restent égalitaires, qui ont été étudiées pendant des siècles uniquement par des anthropologues hommes qui s'adressaient qu'à des hommes au sein de ces sociétés. Et on a une anthropologue incroyable qui s'appelle Hede Gottner-Abendroth, j'espère que je prononce bien, qui elle a étudié ces sociétés-là, donc qu'on appelle matriarcales. Donc on peut penser, oh mon Dieu, ça va être l'inverse du patriarcat, c'est pas mieux, on est d'accord. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Dans les sociétés matriarcales, la femme est au centre parce qu'elle prolonge l'espèce, en fait. Elle porte la vie, mais elle est pas au-dessus. C'est ça toute la différence. Et tout est représenté à égalité femmes et hommes. Donc la politique, la culture, etc. C'est à chaque fois un homme et une femme ensemble. Et dans ces sociétés qui sont égalitaires, on se rend compte qu'il y a une égale répartition des ressources. Il n'y a pas d'accumulation, c'est très mal vu. La violence aussi est très mal vue. Il n'y a pas de viol selon elle. Il n'y a pas d'absence de consentement selon elle aussi. Et on prend des décisions par consensus, vraiment ensemble. Et au cœur, c'est l'humain, le vivant et la paix. Et c'est tout à fait concordant avec les études qui montrent qu'au niveau micro-local, dans n'importe quel pays du monde ou au niveau national, dès qu'il y a de la mixité, je vais prendre un exemple sur l'environnement. On sait que dans les micro-communautés forestières, dès qu'il y a de la mixité par quota, par exemple, l'environnement est beaucoup plus protégé, donc les forêts, mais c'est valable aussi dans nos entreprises. Plus il y a de mixité, plus la RSE est protégée. C'est valable aussi en politique. Il y a même eu une étude du Congrès américain sur les votes pendant 50 ans qui montre que les femmes votent largement plus en faveur de l'environnement et les femmes non blanches encore plus. Et partout, toutes les études le disent, dans tous les pays, les femmes sont plus éco-conscientes et éco-responsables et ont un temps d'avance sur l'environnement. Mais c'est pas un hasard, hein, c'est pas génétique. Je suis pas surprise, mais ça fou que les chiffres le confirment. Mais... Puis c'est flagrant, en fait. C'est pas 2%, c'est vraiment flagrant, c'est conséquent. Et en fait, c'est pas génétique, hein, c'est pas biologique, c'est juste qu'on a les mains dedans. On a les mains avec les enfants, les personnes malades, vulnérables, avec l'alimentation, avec l'eau potable en permanence, massivement et dans le monde entier. Et donc, on voit le lien avec un environnement sain ou un environnement dégradé. Et donc, on agit. Le problème, c'est que les hommes aussi agissent. Mais eux, ils sont à la table des décisions, pas nous. Et c'est pour ça que la mixité transforme tout, c'est que quand il y a femmes et hommes à part égale, la mixité, c'est pas 30% et 70%, c'est par égale. À part égale à la table des décisions, ben là, l'environnement, les priorités du monde reviennent au centre. Parce qu'on a une vision globale des enjeux de l'humanité. Et nous, les femmes, on a cette vision globale parce qu'on est à la fois dans le domaine professionnel depuis récemment, c'est vrai, mais on est dans le domaine professionnel, économique et politique
pas assez, pas suffisamment et pas tout en haut, mais on y est. Et on a aussi la sphère domestique et parentale. C'est pas tout à fait vrai dans l'autre sens. Donc on a une vision globale des enjeux de l'humanité et c'est comme ça qu'on peut définir les priorités du monde. Tu dis cet enjeu, il est global. Comment tout changer au niveau global d'un coup? C'est impossible. Si c'est possible. Sauf pendant le Covid, tu le dis très bien. Tu dis, regardez le Covid, du jour au lendemain, on a changé le monde et on a réussi à s'organiser. Bien sûr que c'est possible. Mais comment, qui décide? Alors, si c'est pas une épidémie. je mets dans mon livre, parce qu'il est très pragmatique et je viens du terrain, donc j'ai vraiment essayé de mettre tous les outils efficaces qui fonctionnent. Il y en a plein. C'est juste qu'ils ne sont pas financés, ils ne sont pas mis en place. C'est une question de moyens et de volonté. Donc il y a quand même un gros problème de finance. Gigantesque. La transition vers l'égalité, c'est la seule transition qui n'est pas financée. C'est impossible que ça marche à la seule force du bénévolat. En plus, quand les budgets sont de plus en plus coupés sur ces sujets-là. Donc les outils, on les connaît, ils sont efficaces. On a les quotas, on a le congé deuxième parent digne de ce nom, on a les conditionnalité, c'est-à-dire faire en sorte que chaque fonds public soit conditionné, l'octroi de fonds publics soit conditionné à la mise en place d'un plan en faveur de l'égalité dans l'organisation qui reçoit les fonds. Enfin, il y a plein de trucs. Ça, et on n'en manque pas. Voilà. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de moyens. Donc c'est sûr, ça ne va pas marcher. Okay. Et du coup, moi, je me suis inspirée de l'exemple de l'Islande, qui pour moi est le meilleur moyen de renverser la situation, parce que là, on se dirige vers une dystopie totale. On voit bien, la planète brûle, la paix est menacée. Mais on n'est pas obligé d'accepter, parce qu'on a une puissance en nous qui est là. On a une capacité d'agir qu'on a parfois étouffée, mais qui est là, et qui ne demande qu'à se réveiller. Et en Islande, les femmes, elles ont fait un truc génial en 1975. C'était pas du tout un pays égalitaire. Il y avait 4% de femmes députées à l'époque. On en était loin. Et pendant une journée, elles sont descendues dans la rue. Elles ont tout arrêté, au niveau professionnel et au niveau personnel, domestique, familial. Le pays a été paralysé. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il n'y avait même plus de téléphone, parce qu'à l'époque, c'était liaison téléphonique. Les enfants, ils ont mangé des bonbons et des saucisses apparemment toute la journée. Et ben, ça a été radical. Quelques mois après, a été votée une loi en faveur de l'égalité. 5 ans après, a été élue la première femme chef d'État au monde. Depuis, l'Islande, c'est toujours le pays le plus égalitaire au monde. C'est un des pays où les habitants sont les plus heureux et l'environnement le plus protégé. Et c'est pas un hasard, puisque ça va ensemble. C'est prouvé, ça aussi. Donc, je me pose la question, est-ce que si les femmes qui sont libres comme nous, avec les hommes engagés, s'arrêtaient pendant une journée dans le monde entier, au niveau domestique, familial et professionnel, à quoi ressemblerait le monde ? Pour montrer l'importance et le poids et l'impact de l'humanité et la nécessité de faire autrement, en tout cas à la table des décisions. À quoi ressemblerait le monde ? Quand je dis ça souvent dans les conférences, les gens me disent ce serait le chaos, ça serait la fin du monde, ça serait la fin de ce monde. Oui, ça serait le chaos à total. Qui s'occuperait des enfants, des malades, enfin, ça serait catastrophique. Catastrophique. Est-ce qu'il y aurait un avant, un après ? Il faut essayer. Il y aura un avant, un après. En tout cas, si c'est pas, il faudra plus d'une journée, mais il y aura un avant, un après. Est-ce que nous, on est capable de prendre une journée ? Bien sûr. Toi, Marine, t'es capable de prendre une journée ? Évidemment, je suis à mon compte. Et même, on peut déposer une journée de congé, non, mais on bien peut faire des cagnottes pour celles qui peuvent pas. Est-ce que tu as fixé une date ? En fait, c'est ça la question. Le plus dur, c'est de fixer la date. Ma question, du coup, c'est qu'il y a Bouge ta boîte, il y a Femmes des territoires. Tu fais déjà de la politique ou ça te démange ? J'en ferai jamais. Et pourquoi ? Jamais. Parce que c'est pas mon ADN, c'est pas moi. Par contre, un mouvement citoyen ou pour prendre parce que là, en fait, on n'a plus le temps. Je me dis, il faut absolument que tout de suite, là, on mette en place la mixité. On n'a plus le temps. Si on veut avoir de l'efficacité pour l'environnement et la paix, c'est maintenant. Et en plus, les droits des femmes reculent. Donc, plus ça va reculer, moins on aura de possibilités d'agir. Donc, c'est maintenant. On est à un point de bascule. Et donc, un mouvement comme ça, je sais qu'on a peu de chances de réussir. Mais si on a 1/100 de chance de réussir ce mouvement-là et qu'on y arrive, mais pour nos enfants. Donc, moi, je pense qu'à ça en ce moment. Je me dis, il faut que je fasse ça. Après, la politique, ça m'intéresse pas. C'est une façon de s'engager. C'est presque de la politique. En tout cas, c'est de la politique au sens large du terme et original du terme. En tant que femme et en tant que mère, est-ce que tu penses, toi, que la maternité est plus un frein ou plus un moteur d'engagement et d'action ? Un moteur d'engagement. Mes enfants, ils m'ont tout appris. Hein. Franchement, j'ai tout fait pour eux. Sans eux, je serais pas ce que je serais devenue. Alors, c'est dur, hein, franchement. T'as dû ménager le temps qu'il faut pour être à la fois... Ouais, j'ai un dogme, je sais pas si c'est un dogme d'ailleurs, je fais de mon mieux. Donc quand t'es maman solo, de toute façon, tu peux pas te dire autre chose parce que tout est un peu bancal. Il y a rien qui fonctionne vraiment. Et toi-même, t'es épuisé. C'est vraiment dur en fait. Et donc du coup, j'ai toujours fait de mon mieux. Donc c'est pas parfait du tout, hein. Mais j'ai fait de mon mieux, donc j'ai rien à me reprocher. Et c'est ma ligne de conduite. Donc c'est ma moteur d'engagement parce que ma fille, si elle était pas née, j'aurais pas autant cherché sur l'éducation, j'aurais pas créé l'école. Et puis mon fils m'a fait découvrir, m'a fait vraiment puiser en moi aussi énormément de ressources. Donc
les deux m'ont énormément appris. Vu le monde qui est devant nous, je peux pas ne rien faire. Après, pour moi, j'aurais fait de mon mieux encore une fois, quoi. Mais je peux pas ne rien faire pour eux, c'est pas possible. Ce livre, il donne envie de passer à l'action, vraiment. Ah, ça, c'est pour ça que je te propose qu'on s'engage en politique ensemble. Quels conseils on peut donner aux femmes qui ne l'ont pas encore lu ou qui sont un peu dans la même logique? Ok, mais moi, je suis outrée, j'ai peur de ce que le monde est en train de devenir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à une femme qui a envie d'avoir un impact, de contribuer à une action plus vaste? Par quoi commencer? Comment se dire que son action est valable? Même à petite échelle, ou comment voir plus grand? En fait, on ressent vraiment, j'ai rencontré tellement de femmes à travers les réseaux. On a toutes ces mêmes aspirations et de plus en plus d'hommes aussi, en fait. Et je fais juste une parenthèse, c'est pas tout ce que je dis, c'est pour la mixité, c'est pas contre les hommes, parce que dès que j'utilise le mot femme ou mixité, on se dit oh là là, mon Dieu, ça va être contre les hommes. Non, pas du tout. C'est vraiment ensemble et c'est fédérateur. Et d'ailleurs, ce que j'adore avec mon livre, c'est que les femmes le lisent et après elles leur filent à leur mari et je reçois des messages et qui me disent mais en fait ils ont vraiment adhéré aussi au livre. Évidemment, donc ça pour moi c'est ma plus grande victoire en fait, parce que l'égalité c'est pas l'apanage des femmes, ça concerne tout le monde parce que tout le monde y gagne. Évidemment. Ouais. Donc, quoi leur dire? Déjà, le lire, parce que, comme tu dis, ça donne la pêche et l'envie d'agir. Et puis ensuite, s'unir. Parce que nous, les femmes, on a toujours été habituées à être isolées les unes des autres. Tout nous a été interdit dans la vie. Tout. Voter, conduire, aller à l'école, même entreprendre, porter un pantalon. Enfin, tout a été interdit aux femmes et tout a dû être. Enfin, on a à chaque fois dû lutter pour obtenir des droits qui étaient octroyés. Spontanément aux hommes. Et notamment, ce qui a été interdit, c'est de se réunir. Au moment de la Révolution française, les femmes ont été hyper actives. Il y a eu énormément de clubs féminins qui sont créés dans toute la France. Et en fait, évidemment, ça n'a pas plu. Donc, par décret, ça a été interdit de se réunir. Et 3 jours après, le décret, Olympe de Gouges a été guillotiné, donc qui a créé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et donc clairement, à chaque fois que les femmes se sont réunies, on l'a vu d'un mauvais œil, sauf quand c'est pour les enfants ou pour les loisirs. Et donc, on est resté toutes seules dans nos coins avec nos aspirations et à porter tout de tous les côtés. Et donc, aujourd'hui, il est temps de s'unir et on n'a pas appris à faire ça. Les hommes sont très doués et je le vois notamment dans l'entrepreneuriat, même dans le salariat, les hommes réseautent de façon formelle ou informelle. Voilà, et c'est comme ça que se fait le business. Il faut être clair. Pourtant, elles sont présentes dans tes réseaux. Oui, mais on n'est que quelques milliers. Il y a 1,6 million de si je prends rien que les entrepreneuses, il y a 1,6 million de dirigeantes en France. On est quelques millions, on est le plus gros réseau en Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas appris à être ensemble. Tu le dis, il y a quand même vraiment l'arbre qui cache la forêt. On a l'impression qu'on en parle, donc on a l'impression que c'est là, et en fait. Ça bouge pas. À chaque fois, on me dit, mais ça va quand même mieux l'égalité là. Non, parce que selon l'ONU, c'est dans 300 ans qu'on l'atteint. Donc non, ça va pas mieux. Et si c'était l'inverse, encore une fois, est-ce que ce sera acceptable? Évidemment que non, il n'y a aucune femme qui accepterait l'inverse pour des hommes. Aucune. Donc le conseil, c'est de s'unir? Ouais, vraiment, il faut qu'on soit ensemble, solidaires. Et la première action, alors, c'est quoi? Tu vois, on valorise beaucoup la fraternité. C'est même sur les frontons de toutes nos mairies. Mais la sororité, non. Oui, ça fait peur, la sororité. On a l'impression qu'on va être contre les hommes encore. Oui, on a toujours cette peur. C'est toujours dénigré. Là, qui est dans l'inconscient collectif, chez les femmes comme chez les hommes. Qu'est-ce qu'elles font ensemble? Mais pourquoi elles ont besoin de se rencontrer entre femmes? C'est comme la fraternité, c'est pareil. Et quand on est unis, c'est là où on est puissant, en fait. C'est pour ça qu'il y a une goutte d'eau sur la couverture de mon livre. C'est que chacune, on est une goutte d'eau, et chacun, on a une goutte d'eau, mais ensemble, on est incroyablement puissant. Et d'ailleurs, il n'y a aucun mouvement pacifique réunissant 3,5% de la population qui a échoué à renverser un système. Il faut 3,5% de la population. Ça n'a jamais échoué quand il y avait 3,5% de la population. On devrait être capable d'y arriver quand même. Donc s'unir, faire une journée à l'islandaise. Se sensibiliser aussi. C'est pour ça que les lectures sont importantes. Les podcasts comme le tien sont importants parce que ça fait pas longtemps qu'on est conscient de tout ça. Enfin, l'éveil est progressif de manière massive. C'est très jeune. C'est très récent. Il y a quelques années, on n'en parlait pas autant. Donc, l'éveil est progressif. Il y a encore du boulot. Merci Marie. Peut-être une phrase que tu aimes répéter à tes enfants qui donne un peu d'espoir? Oui, en fait, je crois que ça paraît insurmontable ce qu'il y a devant nous. Mais en fait, c'est comme tout projet. Et vraiment, je l'ai expérimenté à chaque fois. Il suffit de faire le premier pas. Et souvent, le premier pas, c'est d'en parler. Donc, c'est ce que je fais là. C'est pour ça que je parle du mouvement en Islande. Parce que c'est le premier pas. Et à partir du moment où on fait le premier pas, il y a plein d'aides qui arrivent. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous et qui ont envie que ça change. Et comme pour l'école Montessori dont je parlais tout à l'heure, il y a des aides qui arrivent de partout et qu'on n'imagine pas au début quand on commence un projet. Donc là, pour moi, c'est comme un projet commun, collectif. Il faut commencer par en parler et puis le structurer
Et puis après, il y a la phrase que j'adore de Goethe, la citation de Goethe qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. » C'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc l'audace peut être le premier, le pas, le point de départ, il peut suffire. De se dire qu'on est capable de faire ça. Ça peut tout déclencher. Imagine si on y arrive. J'ai vu aussi que tu disais qu'entre l'échec et la réussite, il y a parfois 1 millième de seconde ou quelques centimètres. Ça dépend de rien. Ouais. Merci Marie, ça donne envie. C'est porteur d'espoir et en tout cas ça invite vraiment à se poser les bonnes questions et à s'engager. Donc je redonne le titre du livre de Marie-Éloi, « Les femmes sauveront-elles le monde ?» qui est publié aux éditions Erol. Merci Marine. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.